Alors, bonjour et bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au Centre NAD. Nous sommes à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. Merci d'être ici avec nous. C'est notre 5e édition de MTL Connect. Alors, évidemment, sans nos partenaires et sans vous, il n'y aurait pas d'MTL Connect. Alors, merci. Merci d'être ici avec nous en salle et à tous les internautes qui nous suivent des 4 coins du monde. Bonjour, allô. Hello, and voilà. Merci d'être ici. On parle évidemment de l'intelligence collective qui est la grande thématique de cette année. Mon nom est Armand Afkami de la société Titanfile. Plaisir d'être avec vous depuis le début de la semaine numérique d'MTL Connect et jusqu'à la fin, donc ce soir, qui met fin vraiment à la programmation. Par contre, je sais qu'il y a un party de clôture demain. Fait que c'est pas fini encore avec quelques activités et des ateliers. Bref, on a parlé de super sujets qui sont tous interconnectés, incluant notre sujet de cet après-midi, des territoires intelligents connectés. Alors, on va évidemment pouvoir vous en parler plus longuement. Bien, pas moi, mais les invités, parce qu'ils sont plus intelligents que moi. Alors, ça va me faire plaisir de vous les présenter dans quelques instants. Est-ce qu'il y en a qui se joignent à nous ici à MTL Connect pour la première fois aujourd'hui? Peut-être levez vos mains, merci, bonjour, bonjour, bienvenue, bonjour. Alors, juste une petite note, et pour tous ceux qui sont là depuis quelques jours, merci, merci. Est-ce que ça se passe bien? Vous aimez votre séjour à Montréal? Oui, monsieur? Oui, ça se passe bien, oui. Vous venez d'où par hasard? De Montréal, OK. Est-ce que c'est votre premier MTL Connect? OK. Et est-ce que vous le recommanderez à un ami? Ah, parfait. On a du feedback live en direct sur les ondes de MTL Connect. J'aime ça un peu mettre les gens sur le spot. Et vous, madame? Boisbriand, le Grand Montréal. J'aime ça. Mais merci d'avoir traversé 8 ponts pour vous rendre à Montréal. Merci. Alors, on va tout de suite vous présenter les panélistes, les invités qui vont vous présenter ce lunch conférence, ce déjeuner causerie. On va parler évidemment de territoires connectés et intelligents. Alors, je vais les présenter un par un et ils vont venir jaser avec vous. Alors, premièrement, j'inviterai Jean-François Damour, le directeur général de la ville de Magog, Valentine Verdonc, directrice générale adjointe de BizDev, en vidéo, malheureusement, il ne sera pas avec nous. Il nous a enregistré un petit message. Christophe Van Muysen, inspecteur général service public de Wallonie, et notre modérateur, directeur du développement économique de la MRC de Memphremagog, Steven Cabana. On les accueille. Alors bonjour tout le monde. Bienvenue d'abord à ce panel qui nous permettra d'échanger sur la place que la technologie peut prendre dans la vie, dans la mise en concret là, des villes connectées et notamment en matière de contrôle des gaz à effet de serre. Pour vous dire franchement, je salue votre courage d'avoir passé outre ce titre assez compliqué où j'en perds mon latin. Alors moi-même, je ne le répéterai pas, mais essentiellement, on va parler aujourd'hui de la place de la technologie dans les villes connectées, comme je viens de le dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bien, on va voir comment comment cette technologie-là a su prendre sa place parmi les pouvoirs publics. Maître Jean-François Damour va pouvoir nous parler à cet égard-là. Et comment cette technologie-là a pu résoudre des enjeux. On a un cas concret qui s'est avéré en Belgique, plus précisément à Tournai, en Wallonie-Picarde. Et si ça se trouve, comment on peut appliquer ça au Québec, puisque les enjeux, le contexte, ne sont pas du tout les mêmes. Alors, on a le privilège de compter, comme je l'ai dit, parmi nous, Mme Valentine Verdonc, directrice adjointe de BizDev, une société de développement de logiciels et d'applications parmi autres choses. Jean-François Damour, directeur général de la ville de Magog. Et en virtuel et en asynchrone, ce qui nous posait un peu un défi pour mettre de la vie dans tout ça. Christophe Van Muysen, inspecteur général de la Société publique wallonne au département d'expertise hydraulique et de l'environnement. Donc, la méthodologie, comment on va faire ça, c'est qu'on va se servir des interventions de M. Van Muysen pour lancer la discussion de différentes thématiques. M. Van Muysen, on a enregistré plusieurs questions, on en a retenu 5, et grâce aux gens de la régie, on va être capable là, de l'écouter au bon moment. Alors, sans plus tarder, on plonge. On va voir ici que M. Van Muysen va d'abord nous expliquer l'enjeu auquel fait face, comme le disent les Belges, la SPW, donc la Société publique wallonne. Quels sont les enjeux auxquels il fait face? Donc, comme on dit, à tout le monde en parle. Manon, allez-y.
gaz à effet de serre à partir de 2030 de manière importante. Dans ce cadre-là, le SPW Mobilité Infrastructure a voulu avoir une démarche proactive, justement en insérant des clauses particulières dans les cahiers de charges, en ayant un reporting également des émissions et en mettant des mesures justement pour limiter ces nuisances. L'exemple que l'on a pris en premier lieu, c'est les travaux de modernisation de la traversée de Tournai. L'objectif de ces travaux, c'est de participer au transfert modal aux routes voies d'eau, donc déjà dans une dynamique écologique, environnementale, en sachant que le transport par voie d'eau permet de massifier les différentes marchandises. Cela permet également de limiter les nuisances au niveau du bruit, au niveau des émissions de gaz à effet de serre et de diminuer également les accidents sur nos différents réseaux. Donc, vous comprenez, il y a une voie publique d'eau à tourner, un fleuve, comme on dit là-bas, une rivière, comme on dirait ici, et puis on a choisi, en fait, on a utilisé cette opportunité pour intégrer des contrôles de GES. Alors, on pose une autre question rapidement à M. Van Muysen. Comment les autorités publiques sont arrivées à gérer cet enjeu? C'est la question à laquelle il va répondre. Et ensuite, nos panélistes vont ajouter leur grain de sel dans ça. Donc, encore une fois, un extrait, s'il vous plaît. Donc, au niveau des moyens à mettre en place pour répondre à nos objectifs, nous avons d'abord mis des critères d'attribution dans nos cahiers des charges pour pouvoir désigner une entreprise. Critères d'attribution qui sont assez importants en termes de pondération, 25% de critères décisionnels. Également, nous avons imposé différentes sélections qualitatives pour conscientiser les Donc, pour conscientiser les entreprises. Valentine Verdon, votre société a été appelée à intervenir là, dans ce contexte. D'abord, on parle d'un fameux 25% de critères décisionnels. C'est quelque chose qui n'existe pas ici au Québec. J'aimerais que vous parliez un peu de ça pour situer tout le monde dans le contexte. Ce à quoi faisait référence M. Van Muysen. Oui, j'ai appris ça qu'au Québec, ce n'était pas quelque chose qui existait déjà pour le moment. Donc, en fait, au départ, en Belgique non plus, ça n'existait pas. Au départ, les critères pour les attributions des marchés de travaux publics et pour les investissements publics en général, c'est essentiellement le prix. Donc, ce qu'on attend d'une entreprise, c'est qu'elle remette le budget le moins élevé. Et puis, en Europe, il y a le Green Deal qui a été conclu en 2019, qui vise à la neutralité carbone en 2050. Et on a des décideurs publics comme Christophe Van Muysen qui ont décidé d'être proactifs par rapport à ça et d'ajouter des critères pour attribuer des marchés de travaux publics et d'investissements publics, des critères qui ne sont pas seulement le budget financier, mais aussi le budget carbone. Qu'est-ce que cet investissement va nous coûter, nous, en tant que service public, en matière d'émissions de gaz à effet de serre? Donc, ce qu'il explique, c'est que pour 25% des critères wallons, on a ajouté donc 25% de critères environnementaux pour l'attribution des marchés publics wallons de travaux publics. Et dans ce 25%, il y a donc des critères environnementaux. Vous les avez implémentés dans votre solution technologique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu là, de ces critères-là? Quels sont-ils pour rendre ça un peu concret? Évidemment, ça ne s'est pas fait facilement parce que les entreprises, principalement les entreprises dans le secteur de la construction, bâtiments, travaux publics, n'étaient pas du tout habituées à ces critères-là. Donc ça leur prenait vraiment de devoir récolter des données, puis ensuite de savoir les analyser, de pouvoir appliquer les coefficients de la norme bilan carbone à ces données-là. Bref, c'est toute une expertise qui était à développer. C'était, pour le dire clairement, une contrainte et une charge énorme pour ces entreprises-là. Nous, on est intervenu avec la technologie pour faciliter ce travail-là et donc créer une application qui s'appelle Codeus, qui leur permet d'automatiser la récolte de certaines données, d'encoder aussi des données manuellement et de faire le calcul grâce au coefficient de la norme bilan carbone. Donc ça leur permet à eux de répondre aux objectifs pour l'attribution de ces marchés publics et aux autorités publiques de faire le suivi et le contrôle tout au long du chantier. Merci. Donc, on replace ça dans le contexte québécois. Je dirais avec votre œil de DG et de juriste, Jean-François D'Amour, on en est où ici dans ce débat-là? Et vraiment du point de vue de la municipalité et des pouvoirs publics? Bien, je ferais une petite, avant de répondre à votre question, M. Cabana, je dirais peut-être quand nous sommes allés en mission économique dans la région de Tournai et que justement j'ai rencontré M. Van Muysen ainsi que le directeur général de la ville de Tournai,
j'ai été stupéfait à première vue de voir qu'ils considéraient l'émission des gaz à effet de serre dans les soumissions. Chose qu'au Québec, on fait, je dirais, indirectement. Chez nous, quand on achète soit du gravier ou de l'asphalte pour les municipalités, on va calculer toujours le coût à la tonne, puis on va calculer aussi les frais de transport. C'est une façon indirecte, vous pourrez me dire, de calculer l'émission des GES. Mais sinon, au Québec, à l'heure actuelle, ce n'est pas dans nos us et coutumes. Je vais prendre un exemple. Chez nous, on a un chantier, une valeur de 68 millions, qui est une usine de traitement des eaux usées. On a des technologies qui viennent d'Allemagne. On le sait qu'il y en a qui se fait ailleurs, mais on y va quand même avec le plus bas soumissionnaire confond, puis on n'évalue pas cet aspect-là. Donc, ce n'est pas encore ancré dans nos mœurs, tant des décideurs que des élus, d'avoir ce réflexe-là. Puis si je peux aller dans un autre sens, on se dote de plans de gestion des gaz à effet de serre dans nos municipalités, mais on ne parle pas du volet contractuel dans ces plans-là. Donc ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on va devoir basculer. Donc, ça, c'est où on en est aujourd'hui. Oui. On va parler un peu plus loin de... Et si on le faisait, on le ferait comment? C'est en plein ça. Alors, à Tournai, en Belgique, en Wallonie, ils ont décidé de, moi j'aime dire, contrôler, gérer ces gaz à effet de serre. Maintenant, comment on procède concrètement? Comment se fait le suivi des chantiers concrètement? Voyons ce que Christophe Van Musen a à nous dire à ce sujet. Donc, un petit clip, s'il vous plaît. De chantier, l'amener des fournitures principales et également l'évacuation des déchets. Étant donné ces différents sujets, nous devions mettre en place donc un outil de gestion qui est Codeus, qui nous permet justement d'automatiser différents aspects de données, mais également de contrôle. Ce contrôle doit se faire au niveau du pouvoir public. On ne dépend pas d'un tiers pour pouvoir réaliser ce contrôle et nous permet journalièrement, mensuellement, de vérifier que les engagements des soumissionnaires sont respectés et si ce n'est pas le cas, de pouvoir les rectifier par différentes mesures. Donc, on comprend que le pouvoir public a accès à la technologie. J'imagine qu'il y a eu des difficultés pour mettre ça en place parce qu'on a commencé quelque part. C'était quoi les difficultés pour parvenir à mettre ça en place? Comment, notamment, les entrepreneurs ont-ils réagi à ça? Madame Verdon. Ils l'ont vu évidemment comme une contrainte et comme une charge supplémentaire. Donc nous, notre premier client, c'est ce que je dis toujours, c'est pas l'autorité publique, c'est les entreprises. Ce qu'on veut, c'est que les entreprises utilisent réellement la plateforme, sinon ça n'a aucun sens et aucun impact sur l'environnement. Donc on a vraiment dû, depuis 2017, passer beaucoup de temps à les convaincre de l'utilité, de la facilité d'utilisation. Ça passe par l'automatisation du relevé et de l'encodage de données. Donc ça a été vraiment un gros chantier, d'aller chercher la donnée là où elle existe, pour ne pas faire de double encodage. Deuxièmement, c'est d'avoir aussi une objectivité scientifique de la plateforme, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une remise en question constante, mais là, êtes-vous bien sûr que je dépasse mes objectifs? Est-ce que vous avez bien fait les calculs? Donc on a fait appel à des expertises externes, donc des bureaux de conseil spécialisés sur la norme bilan carbone, qui se chargent de fixer les coefficients à atteindre et qui vont permettre de surveiller donc 4 types de critères. D'abord les déplacements du personnel autour du chantier, vers le chantier, depuis le chantier, la gestion aussi des matières premières, le choix des matières premières, mais aussi le charroi de ces matières premières. Ensuite, il y a également les déchets, l'évacuation des déchets. Et enfin, il y a le choix des équipements et du matériel qu'on va utiliser. Donc nous, on a vraiment passé du temps à essayer de convaincre les entreprises de l'utilité de la plateforme et on a été vraiment surpris de la façon dont ils ont pris les choses en main. Parce que de base, une contrainte, ils se sont dit de toute façon, comme on est obligé de le faire, profitons-en pour en tirer notre parti. C'est eux qui ont fait des suggestions pour aller plus loin en disant mais si on prenait en compte aussi la façon dont je gère mon siège social, je gère d'autres aspects de mon entreprise, des aspects de gestion, quel impact ça a sur l'environnement. Si je décidais d'analyser plus finement mon chantier en disant qu'est-ce qui me coûte le plus, est-ce que c'est couler la chape, est-ce que c'est construire la charpente, etc. etc. Et donc les entreprises ont vraiment pris l'application en main, ont fait des suggestions d'évolution qu'on a pu mettre en place et qui font que maintenant on pense qu'ils ont vraiment adhéré à ça et que la question des objectifs environnementaux est beaucoup plus présente dans leur quotidien. On est limité par le temps, mais j'ai compris que quand vous vous mettez dans la peau de l'entrepreneur et que vous dites « Est-ce que j'ai vraiment dépassé mon objectif? » c'est que les pouvoirs publics ont le pouvoir de revenir en arrière et dire « Là, vous allez devoir refaire vos devoirs
et réduire votre empreinte pour respecter votre budget. Ça existe. Oui, tout à fait. Ben, nous, on n'est pas impliqués là-dedans, on développe juste la solution. Après, on ne sait pas exactement ce qui en est fait derrière, mais ce que je sais, parce qu'on me l'a raconté, c'est qu'il y a des réunions de chantier qui sont régulières, et puis là, ça dépasse la technologie, c'est l'humain qui doit s'en saisir, et derrière, les humains vont pouvoir, dans les réunions de chantier, dire, attention, si vous continuez comme ça, vous allez dépasser les objectifs qui ont été fixés, le budget carbone qui a été fixé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Je pense qu'une des principales mesures, et c'est une des grandes fiertés du SPOE là-dessus, c'est le fait de consommer local. Consommer local au niveau des matières premières, au niveau des équipements, faire appel à des entreprises locales pour mettre les équipements à disposition, mais aussi à du personnel local, donc engagé pour des chantiers de grande envergure. On doit souvent faire appel à du personnel un peu exceptionnel, intérimaire, etc. Donc faire appel à des structures locales, ça c'est une des choses qui a été mise en place. Et après, il y a d'autres actions sur l'environnement du type favoriser le transport fluvial par rapport au transport routier, favoriser le covoiturage, favoriser les transports groupés, etc. etc. Donc toutes ces choses-là, ces actions correctrices, ce n'est pas l'application qui les choisit, c'est les humains derrière, mais c'est grâce aux chiffres dont ils ont pu prendre conscience, parce que pour la première fois, ces données sont relevées. Donc, Jean-François Damour, vous entendez tout ça. Et là, on n'est pas au même endroit, on n'est pas dans le temps, notamment. C'est intéressant de voir qu'il y a quelque chose qui nous précède dans le temps. Si vous aviez une baguette magique, vous dites, bien là, on implante ça chez nous ou encore chez vos collègues. Hein, il y a une notion de si je le fais chez nous et que les autres ne le font pas, ça me crée un désavantage concurrentiel. Pouvez-vous nous parler de ça? Parce que je pense que le public n'est pas conscient de ça, de ce que ça implique d'implanter ça sans contrainte légale. Effectivement, à l'heure actuelle, on est dans un marché quand même assez agressif là, dans le monde municipal. Là, plusieurs municipalités vont partir, vont lancer des appels d'offres, puis souvent, il n'y aura pas nécessairement beaucoup de personnes qui vont déposer des soumissions. Donc ça, on a cette préoccupation-là aussi. Lorsque j'avais parlé avec M. Van Menhuizen dans notre voyage en Belgique, j'avais posé la question, à combien chiffrez-vous l'impact pour les communes en Belgique? Il chiffrait un coût de 1% l'implication de mettre ce processus-là d'analyse pour les communes, pour les territoires. Honnêtement, pour 1%, je reviens à mon projet tantôt de 67 millions, pour moi, un 700 000. Je calcule que c'est raisonnable à investir là, pour l'environnement. Il ne faut pas oublier que dans l'environnement, il y a le volet économique, il y a le volet social, mais donc il faut le considérer, il y a le volet environnemental, bien sûr. Donc, présentement, les embûches, je pense que c'est une conscience sociale, une prise de conscience d'agir de façon directe sur les gaz à effet de serre. Il ne faut pas oublier que les municipalités, nous sommes le plus grand donneur d'ouvrages au Québec. Donc, on oublie cet aspect-là. Donc, je pense qu'il va falloir, oui, une prise de conscience des conseils municipaux, des gestionnaires municipaux aussi, je dirais, mais aussi une prise de conscience de la part de nos gouvernements, parce que l'environnement, c'est l'affaire de tous. Merci. On va maintenant essayer de parler de la place qui revient vraiment à la technologie dans tout ça. Encore une fois, Van Muysen, M. Van Muysen nous offre une réponse. On l'écoute. Alors, ce que nous avons mis en place dans cette démarche pilote qui est la modernisation de la traversée de Tournai est transposable à d'autres chantiers. Pourquoi? Nous avons des déplacements de personnel sur tous les chantiers, également d'engins, de fournitures de matériaux, et Codeus permet justement ce monitoring. Donc, aussi bien des chantiers de génie civil que des chantiers de bâtiments peuvent utiliser cette application au niveau des pouvoirs publics, mais également au niveau du privé. Ça veut dire que des entreprises qui souhaitent avoir cette démarche proactive environnementale peuvent également l'utiliser pour avoir ce monitoring. OK. Alors, ce que M. Van Muysen nous dit, c'est qu'il y a de la place dans le marché pour intégrer les technologies. C'est ce que j'en comprends. De manière concrète, là, comment la technologie, là, on parle de Codeus ici, il y a d'autres technologies qui existent, comment peut-elle arriver à régler les enjeux de GES? Donnez-nous des exemples. On a parlé de la traversée de Tournai. Vous êtes impliqué dans cette technologie-là. On l'utilise comment? Où est la place de la technologie? Pour moi, c'est vraiment une question de gestion de données, d'avoir accès aux données, aux chiffres, aux statistiques, pour déjà prendre conscience de ce que coûte
les investissements publics à l'environnement, mais aussi de ce que ça coûte aux entreprises elles-mêmes. Ça, c'est la première, pour moi, c'est l'objectif qu'on doit atteindre avec la technologie dans le secteur de l'environnement. Et donc, pour nous, dans notre entreprise, ça va être d'avoir cette conscience-là sur tout ce qu'on développe. De dire, est-ce que telle application qu'on va développer sur mesure pour un client, il y a un intérêt à ce que cette donnée-là, elle puisse aussi vous servir à des objectifs environnementaux. On développe également un logiciel de géolocalisation et avec notre partenaire Maintenance Directe aussi, ici, un logiciel de maintenance et d'entretien. Mais évidemment que réduire les déplacements, avoir des données sur ces déplacements, ça peut avoir un impact sur les émissions de CO2, mais il faut ajouter cette analyse-là, ce calcul-là basé sur la norme bilan carbone. Idem pour les entretiens de matériel. Donc je pense que c'est vraiment d'avoir un intérêt pour la donnée et de se dire comment la donnée, elle peut avoir un rôle par rapport à l'environnement. Donc, Valentine Verdon nous parle de l'importance de la donnée. On a déjà eu des discussions, Jean-François Damour, vous et moi, sur il faut commencer quelque part. On parle de bilan, on parle d'empreinte environnementale, mais toujours faut-il être capable de la calculer. Si on avait à reproduire tout ce qu'ils ont fait ici, on partirait d'où? Est-ce que la donnée est un des enjeux avec lesquels on doit travailler? Est-ce qu'on a accès à ça chez nous? Le monde municipal, le monde politique, ça le dit, il y a de la politique. Donc, il faut tendre à être des organisations de données. C'est ce que nous, à la Ville de Magog, on s'apprête, on fait un virage de la donnée. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on a souvent les municipalités des plans de réduction des gaz à effet de serre, mais est-ce que nous le mesurons? Est-ce que nous le mesurons aussi dans nos grands chantiers? Quand on pense à des travaux d'asphaltage, d'aqueduc et d'égouts, des travaux on n'est pas là. Donc, je pense qu'il faut juste basculer à des organisations de données, que ce soit avec des indicateurs de performance ou des outils de mesurage de ce qu'on fait comme travaux et les outils que nous utilisons, le type de véhicule. C'est sûr et certain qu'un véhicule, on regarde là, pour acquérir peut-être des camions lourds électriques, mais quel est l'impact? Parce qu'il y a quand même un impact CGS d'acheter un véhicule électrique là, par rapport à la production du véhicule en soi, mais on n'est pas là encore, on ne le mesure pas. On mesure encore beaucoup plus le coût, mais le volet GS, on n'est pas là. Juste vous faire un petit clin d'œil. Quand je suis allé encore en Europe cette année, j'ai rencontré une commune qui s'appelle Clermont-Ferrand, qui est dans le fond la ville, le siège social de Michelin. Et là-bas, quand on a rencontré une des conseillères, elle nous parlait qu'eux, ils adoptent un budget des GES. Mais ça, j'ai trouvé ça franchement intéressant, quelque chose qu'au Québec, nous ne pensons pas, puis va falloir aller vers ça. Parce que oui, il faut penser au volet financier dans nos budgets, mais il faut penser aussi à tout le volet environnemental avec les GES. Mais c'est super intéressant ce que vous dites là, parce que ça montre bien que ça prend à un moment donné une proactivité de la part des décideurs publics, d'avoir cette initiative-là et de savoir la porter. Et notamment dans le contexte québécois, je sais que c'est encore plus difficile parce qu'il y a une profusion au niveau environnemental, tout est à portée de main. Et d'un autre côté, il y a cette concurrence entre les communes, cette pénurie de main-d'œuvre. Donc cette volonté, elle doit être d'autant plus forte par ici pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs. Vous nous avez devancé sur le budget carbone. On va y revenir. En tout cas, j'espère, tantôt, qu'on va pouvoir y revenir. Maintenant, parmi la multitude de questions qu'on a posées à M. Van Muysen, on lui en a posé une. On lui a demandé de faire le bilan de l'usage de la technologie. C'est le dernier clip qu'on a à vous présenter. Écoutons ce qu'il a à dire en matière de bilan, s'il vous plaît. Bilan positif. Bilan positif par rapport au fait que les entreprises ont été conscientisées par ces aspects environnementaux, première chose. La deuxième, c'est que nous avons remarqué entre ce que le soumissionnaire proposait comme émission de gaz à effet de serre et par rapport à la réalité, il y avait une nette diminution. Donc ça, c'est un point positif pour les aspects environnementaux. L'outil que nous avons élaboré, qui est Codeus, nous a permis également d'avoir une application facile de gestion et nous a permis également de vérifier journalièrement le bon respect de ces émissions. Intéressant. Donc, manifestement, M. Van Muysen est satisfait en termes de résultats obtenus suite à l'usage de la technologie, en l'occurrence le Codeus. Il y a deux éléments qui nous distinguent en fait,
il y a des facteurs clés de succès sur lesquels j'aimerais que vous nous entreteniez. Valentine, excusez-moi. Et puis, il y a un élément aussi qui vous distingue, puis je pense qu'il vous distingue même depuis ce matin. Il y a une notion de contrainte légale qui, je crois, s'applique chez vous, qui ne s'applique pas chez nous. Parlez-nous donc des critères de succès qui ont fait, selon vous, que M. Van Muysen soit satisfait avec le bilan, mais aussi de cette nouveauté là, qui semble probablement qui va marquer le pas vers le décompte, notamment des GES et la gestion des GES. Je pense que le succès, ça vient de l'utilisation régulière de la plateforme. Je pense que M. Van Muysen ne s'attendait pas à ce que la plateforme soit utilisée journalièrement. Mais comme l'automatisation de la remontée des données a facilité les choses, ça veut dire que les gestionnaires de chantier, donc au départ de ce projet pilote-là, maintenant il y a 10 chantiers qui sont surveillés au niveau des émissions de CO2 en Belgique. Et donc au départ de ce chantier-là, ils ne s'attendaient pas à ce que les gestionnaires de projet prennent autant l'habitude d'utiliser l'application et donc aient une vue sur leurs émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est simplement le fait de rendre plus facile l'utilisation, l'automatisation des données, comme j'en ai déjà parlé, et le fait aussi que derrière, d'avoir des actions qui sont menées par des humains pour essayer de réduire concrètement les émissions de gaz à effet de serre. Et alors après, sur le succès, c'est clair qu'à la base, c'est la contrainte qui crée le succès. Et donc, nous, notre espoir pour l'avenir, c'est que d'autres emboîtent le pas, soit de leur propre initiative, soit parce qu'on est de plus en plus attentif dans les choix de société qu'on fait aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc ce dont tu parlais, Steven, c'est que ce matin, effectivement, il y a un décret wallon, donc le plan air, climat, énergie qui vient d'être adopté, qui concrétise pour la première fois les objectifs de neutralité carbone 2050 de l'Union européenne, parce que pour le moment, c'était de la proactivité de la part des décisionnaires publics, mais qui auraient pu très bien choisir de mener leur combat sur autre chose que l'environnement, ou sur autre chose que les émissions de gaz à effet de serre dans les chantiers. Donc là, maintenant, ça concrétise encore plus cette initiative-là, et je pense que ça va rendre indispensable à l'avenir une gestion des données environnementales pour les entreprises, tout comme pour les services publics. Donc, cette dernière phrase est très intéressante. Si on ramène ça dans notre contexte, ce champ de compétences, cette juridiction-là, chez nous, elle n'appartient pas aux municipalités de décider que c'est obligatoire de gérer les GES sur les chantiers. Est-ce que ce n'est pas une première étape qu'on pourrait, voudrait, espérerait qui existe pour ensuite que le reste suive? Je pense qu'à la base, ça va être une initiative locale. Il n'y a pas de contrainte provinciale ou même fédérale à cet effet-là. Ça va être une initiative locale. Il y a plusieurs villes et municipalités du Québec qui commencent à y réfléchir. Mais donc, il va falloir qu'il y ait un chef de file, quelqu'un qui le tente. Je ne veux pas rien promettre, mais on travaille là-dessus à la Ville de Magog. On s'est dit qu'on allait tenter 1 ou 2 contrats. On va voir quels seront les soumissionnaires potentiels, mais on va y aller on va le tenter. Je pense que si, comme on dit en bon québécois, qui ne tente rien n'a rien, donc il va falloir l'essayer. On n'aura pas le choix. Parce que pour le moment, il n'y a aucune exigence de calcul des émissions de GES par le ministère des Affaires municipales, le ministère de l'Environnement. Il n'y a rien qui nous touche. J'allais dire, si vous nous avez prêté une journée de votre temps, c'est que je devine qu'il y a un intérêt à la Ville de Magog d'avancer dans ce sens-là. Bien, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une technologie aussi qui existe. Alors, espérons que tout ça voit le jour. Maintenant, je vais essayer de prendre un peu de temps pour vous dire, en fait, je m'en voudrais de ne pas vous mentionner que l'arrivée de la technologie de Codeus ici au Québec est le fruit d'une mise en relation qui a été effectuée dans le cadre d'un projet qui s'appelle le Corridor d'accélération, qui porte un nom, un pont sur l'Atlantique. Ce corridor-là a été mis en place par Magog Technopole, par la MRC de Memphrey-Magog et par un partenaire en Wallonie-Picarde qui s'appelle Entreprendre WAPI. Et donc, tout ça est bien vrai chez nous, c'est-à-dire que ceux qui voudront faire, comme vous venez de mentionner, pourront accéder à une technologie de mesure et de suivi et de contrôle. Ici au Québec, je m'adresse à Valentine Verton, comment Codeus, là, il peut trouver son chemin jusqu'au marché, jusqu'aux municipalités, jusqu'aux entreprises qui auraient ce désir-là là, de prendre les devants?
Il y a clairement deux chemins. Il y a le chemin de la contrainte. Là, je pense que c'est ce dont on est en train de parler avec Monsieur Damour aujourd'hui. Mais après, il y a aussi le chemin plutôt de la conscience environnementale. Et en étant ici à Montréal Connect, on voit à quel point l'écosystème est sensibilisé à ça aussi. Donc ça veut dire que d'autres entreprises, d'autres associations pourraient avoir envie de se lancer dans une démarche environnementale autour de la data. Donc ça, c'est le deuxième chemin. Après, ces deux chemins-là, pour nous, en tant qu'entreprise belge d'une cinquantaine de personnes, ça reste très lointain. Et c'est important de bien connaître le contexte dans lequel on est, contexte qui est tellement différent ici, avec cette profusion de ressources ici au Québec, mais aussi avec l'absence de contraintes que l'Union européenne nous impose à nous en Belgique. Et donc, ça impose de vraiment bien connaître son contexte. Et on n'a pas la prétention de le connaître. Donc, nous, on travaille vraiment en partenariat, le maximum, avec des personnes d'ici qui connaissent le contexte. C'est pour ça que dans le cadre du corridor d'accélération, on a pu rencontrer une entreprise partenaire ici, Maintenance Directe. Et c'est grâce aussi à ce corridor d'accélération que l'initiative Wallonne, à un moment donné, a pu rencontrer les questionnements, les enjeux de la ville de Magog. Donc je pense que c'est important qu'on puisse s'enrichir des contextes des uns des autres, en ayant l'humilité de dire on ne va pas pouvoir transposer une technologie tout de suite comme ça, il va falloir s'appuyer sur des expertises et des forces locales ici au Québec. Et donc, pour une municipalité, par exemple, le fait qu'il y ait un porteur local, on ne l'a pas mentionné, le porteur local ici, c'est Maintenance Directe, si je ne m'abuse. Le fait d'avoir un joueur local qui parle un langage, pas forcément en termes de langage, mais en termes de connaissance du contexte, est-ce que ça facilite l'intégration de la technologie pour un client, je dirais, potentiel, comme une ville, par exemple, comme celle de la ville de Magog, celui de la ville de Magog? Dans le cas qui nous concerne avec Codeus, c'est que le client, ce n'est pas nous la ville. Hein. Nous, on exige dans nos documents d'appel d'offres qu'il y ait une prise de mesure des émissions des GES. Ce qui est rassurant, c'est qu'on sait que sur notre territoire, il y a au minimum une entreprise qui est en mesure d'accompagner les soumissionnaires potentiels. Donc, pour nous, c'est rassurant. C'est que ce qu'on va exiger, c'est qu'auparavant, on n'avait aucune connaissance qu'un logiciel de la sorte ou un service de la sorte existait. C'est ce que ça nous a permis de découvrir. Donc, nous, on le sait. On ne pourra jamais pousser une entreprise au détriment d'une autre. Vous le savez, les municipalités, il faut se montrer plus blanc que blanc. Mais on le sait, on est en mesure de dire que sur notre territoire, on a une entreprise qui est en mesure d'offrir ce service-là. Et c'est ce qui est rassurant pour nous, parce que si on va en appel d'offres puis on a un projet Y, on le sait que si les entreprises cherchent moindrement, ils vont être en mesure de trouver sur notre territoire une entreprise pour les accompagner. Super, merci. Il nous reste un petit 4 minutes environ. On veut parler du futur maintenant. On a démontré là, que le besoin existe. Hein. On a démontré aussi que les données, ce n'est pas quelque chose dont les municipalités manipulent facilement ou trouvent facilement. On a aussi démontré, ou en tout cas, il y a des gens qui se sont montrés satisfaits du fait que la technologie aide les villes à être plus connectées, plus réseautées, plus intelligentes, face notamment à certains enjeux comme les GES. Maintenant, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les prochains défis? Je pense que ça va venir beaucoup plus vite que le premier défi aura pu être surmonté. Vous travaillez dans ce domaine-là tous les deux, du point de vue de la technologie, du point de vue des besoins. On fait face à quoi? C'est quoi les prochains steps, comme on dirait chez nous, les prochains enjeux, les prochaines opportunités? Bien, si je me lance, comme je disais tout à l'heure, c'est d'y avoir une première. Donc, nous, on le sait qu'on va déjà travailler pour 2024 à lancer 1 ou 2 appels d'offres sur lesquels on va prendre en considération les GES. Ça va être la première chose. Ça va être de convaincre le politique d'aller dans ce sens-là, hein, parce que quand on fait des modifications de la sorte, c'est une nouveauté. Donc, il faut être en mesure de répondre à la pression populaire, à la pression entrepreneuriale. Ça, pour moi, c'est déjà réglé. Donc, ça va être de s'assurer que les entreprises embarquent. C'est une démarche de société qu'il faut voir dans la réduction des gaz à effet de serre. Donc, les entrepreneurs doivent embarquer dans cette veine-là. Et c'est là qu'il faut s'assurer que les outils, que nous soyons en mesure de bien répondre aux questions, mais aussi que les entrepreneurs aient tous les outils sous la main pour être en mesure de répondre à nos appels d'offres et de s'assurer à la toute fin d'offrir le meilleur service possible à nos citoyens au meilleur coût, avec une prise de conscience environnementale. Chez vous qui êtes dans un espace temporel, je dirais, un peu différent dans la gestion de ce dossier-là, qu'est-ce que vous voyez venir là, en termes de prochaines étapes?
Au niveau technologique, je dirais qu'il y a deux choses. D'abord, Codeus, c'est un produit, hein, ça veut dire que ça a été mis en place à la base pour plusieurs entreprises qui en avaient marre d'utiliser 7 tableaux Excel pour calculer les coefficients de la norme bilan carbone et donc de faire les choses plus facilement, de façon plus automatisée. C'est venu pour ce besoin-là, mais au fur et à mesure, les besoins évoluent. Et je pense qu'on doit aller plus loin sur le plan environnemental. Donc nous, le principal objectif technologique qu'on a pour l'avenir, c'est d'utiliser les analyses prédictives. C'est un peu une forme d'intelligence artificielle aussi qui permet de dire, plutôt que de faire une règle de 3, si je continue comme ça, à la fin de mon chantier, j'ai dépassé les objectifs, c'est que le logiciel le calcule à leur place de façon plus fine, mais aussi calcule l'impact d'une action ou d'un plan d'action sur le chantier. Ça, c'est l'objectif technologique pour Codeus. Et après, à côté, on a de plus en plus d'organisations, qu'elles soient publiques ou privées, qui viennent vers nous avec un projet vraiment sur mesure en matière environnementale, en disant en tant qu'école, en tant qu'agence territoriale, en tant qu'entreprise, moi j'aimerais mesurer ces aspects-là, ces facteurs d'émission-là. Et donc là, c'est d'adapter sur mesure avec leurs utilisateurs, utilisatrices, pour que le logiciel soit vraiment adapté et leur permette, j'en reviens toujours à la même chose, d'avoir une vue sur leur budget environnemental, qu'est-ce que ça leur coûte, mais aussi comment ils peuvent faire pour améliorer les choses. Merci. Avez-vous des éléments à rajouter qu'on aurait pu escamoter, pas couvrir? Bien, alors, je suis fier de dire à notre maître de cérémonie qu'on a respecté notre temps. Ça nous laisse quelques secondes, minutes en fait, pour répondre à des questions, un bon 5 minutes. Si vous avez des questions, nos panélistes ici seront heureux d'y répondre. Donc, je vais y aller à tour de rôle. J'ai vu monsieur derrière, madame, ensuite monsieur à gauche. Allez-y, monsieur, pour votre question. Bonjour, Mohamed pour la compagnie Bioreca. C'est juste que j'étais un peu curieux parce que en termes de superficie, la Belgique et le Québec en tant que tel, c'est déjà là un défi parce que on peut pas essayer de pas faire des consommations locales ou l'approvisionnement local. Il faut se déplacer, c'est immense le Québec. Donc, juste avec cet élément-là, le défi pour les GES, c'était un gros bloquant. Puis il a mentionné, si la ville voisine ne fait pas ça, ben, le contracteur, au lieu de soumissionner pour ce projet-là, ben, il va vouloir ça parce qu'il y a les contraintes avec ses employés, les conditions de travail. Donc, il y a beaucoup de variables à tenir en compte. En tout cas, selon moi, c'est pas. Ça prend vraiment une conscience sociale dans tous les éléments. Ça commence par le consommateur. Donc, je me demandais, est-ce que les villes, ça va être plus des budgets orientés vers l'éducation, la conscientisation depuis le banc d'école, dans les milieux de travail, un peu comme on fait avec les formations SIMDUT et autres, ou ça va être plus une stratégie comme publicité télé, etc., là, les médias traditionnels. Si vous aviez le défi de convaincre votre population à Magog de dire « Hey, on s'en va vers là », est-ce que je comprends, là, vous posez la question, comment vous y prendriez-vous? Hein? C'est un peu ça que vous demandez? C'est sûr que la base, c'est l'éducation, on le sait. Nous, en tant que municipalité, on a un certain pouvoir dans le domaine de l'éducation, mais bon, on fait une certaine forme d'éducation terrain avec des stagiaires l'été. Mais je veux dire, c'est que notre impact est quand même assez minime. Donc, ça va être par des gestes concrets, par de la bonne communication, de la bonne sensibilisation qu'on va être en mesure d'y arriver. Puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est une prise de conscience sociale qu'il faut y avoir par rapport au GES. Et ce que vous donniez comme exemple, bien, des fois, moi, j'ai des entreprises de Victoriaville, Laval, Drummondville qui soumissionnent pour du travail chez moi. C'est un enjeu. Donc, mais il faut quand même, on n'a pas le choix. C'est une prise de conscience, comme je l'ai dit. Puis, il y a le point de vue environnement, mais il y a toujours un aspect monétaire qui est relié, on le sait. Il faut investir. Il y a des dépenses qui viennent avec ça. Mais il y a aussi le fait que, effectivement, il y a toujours plein de projets environnementaux dans lesquels on peut s'investir en tant que décideur et même moi en tant que direction de l'entreprise. Et donc, c'est difficile de savoir par où commencer. On pourrait effectivement, dans les chantiers, ça peut être des certifications, ça peut être choisir certains matériaux plutôt que d'autres qui ont X certifications environnementales. Vous parlez d'éducation, tout est important. Mais en même temps, il faut commencer par une action concrète
Et M. Van Muysen n'est pas là pour le dire, mais je pense qu'il l'aurait dit s'il avait été là. Lui, il a voulu se dire, je commence par quelque chose. Je mets en place quelque chose de très concret, dans un cas pratique, et on va voir ce que ça va donner. Et une de ses plus grandes fiertés, et nous aussi, c'est la sensibilisation d'un secteur qui est très éloigné à la fois de la technologie et aussi des enjeux environnementaux, le secteur de la construction, qui se retrouve à devoir prendre ça en compte dans sa façon de gérer les chantiers. Ça répond à votre question? Merci. Madame, s'il vous plaît. Oui, Marika Frenette, donc présidente du Studio Carbone. Je suis québécoise et je vis en France, donc je travaille sur les deux parties. Et donc merci de votre témoignage, parce que finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe en Belgique. Donc c'est intéressant qu'en Europe, je pense que chaque pays a sa stratégie. Juste un élément sur Clermont-Ferrand. En fait, toutes les entreprises en France de plus de 500 salariés sont obligées de faire leur bilan carbone. Donc, ce n'est pas que Michelin, c'est toutes les entreprises. Et la taxonomie européenne, dans le cadre du Green Deal, fait que les entreprises ne pourront plus demander des aides financières et des investissements si elles ne montrent pas patte blanche. Donc, juste préciser que ce n'était pas juste Michelin, mais ils sont très bien. Est-ce qu'en Belgique, nous, en France, aujourd'hui, on a une obligation de seuil carbone? On n'a pas le droit de dépasser pour un chantier, un bâtiment, un seuil. Et le seuil intègre la partie chantier. Ceci dit, ça me donne envie d'aller creuser un peu plus qu'est-ce qui est mis dedans, mais en tout cas, ça rentre dedans. Est-ce que vous, en Belgique, aujourd'hui, vous avez des seuils? Oui, c'est pour ça. Parce que le chantier ne représente, je mets bien des guillemets, que 10% de l'impact environnemental d'un bâtiment sur toute sa durée de vie. Donc, ça m'intéresse que je pense que le 10%, on creuse peut-être moins que vous dans votre expérience, mais ce qui est important, c'est que les seuils carbone existent, ils sont obligatoires, et je peux vous dire que je vous rejoins, l'obligation est indispensable. C'est pas suffisant, la sensibilité sociale et tout au quotidien. En fait, c'est les obligations qu'on a eues sur la tête depuis 2 ans en Europe qui est en train de révolutionner le secteur du bâtiment. Je suis architecte urbaniste. Personne n'avait demandé ça. Personne n'a dit « ouais, super, ça va nous amener encore plus de contraintes ». Et aujourd'hui, le marché est en train de complètement se transformer. Avec la loi économie circulaire, depuis 1 an, il y a 10 plateformes qui se sont créées. C'est quasiment devenu gênant de dire qu'on fait un bâtiment neuf. Donc, je vous rejoins. Allez-y, il va falloir de la pression politique. C'est pas un sujet dans lequel on peut dire, nous, on prendra 10 ans de plus parce que on a un autre chemin. Non, le sujet, en fait, c'est juste qu'il n'y a qu'un seul endroit où on habite. Merci en tout cas de votre image. Donc, vous me dites qu'il n'y a pas de seuil. Non, oui, j'ai répondu visuellement. Mais donc, non, je suis très admirative de ce qui se passe en France. Et puis, au plus, j'y trouve un intérêt commercial certainement pour nous. Donc, je ne suis pas une experte de la situation, mais j'ai quand même creusé parce que c'est sûr que, puisqu'on est sur la technologie, l'environnement, quelle est la place de la technologie pour les villes, on est beaucoup là, la technologie, pour répondre à des contraintes, pour aider à répondre à des contraintes. Et donc, en Belgique, il n'y a pas ce même type de contraintes sur les seuils. En revanche, il y a quand même des certifications de bâtiments, ça s'appelle le certificat PEB, mais qui vient après. Le bâtiment est déjà là, soit qu'il a été construit neuf, soit qu'il existait déjà et qu'il est rénové. Par contre, sur la construction, il n'y a pas d'obligation particulière. Et effectivement, c'est que 10% par exemple, mais pour d'autres choses, on se dit aussi, dans le chantier, on pourrait prendre encore plus de facteurs d'émission en compte. Il y a effectivement toujours moyen d'aller plus loin dans les données qu'on pourrait prendre en compte, et c'est ce qu'on aimerait faire, mais il faut commencer par un endroit, et je pense que c'est déjà une très bonne chose qu'il y ait cette initiative-là. Petite nuance concernant Clermont-Ferrand, M. Maître Damour faisait référence à la ville. C'est la ville qui adopte, et non pas l'entreprise, mais plutôt la... Oui, parce que Michelin est là, mais la commune s'est imposée elle-même un budget carbone en plus de son budget financier, ce qui est pour nous est tant mieux. Alors nous, ça nous a donné un petit coup, puis tant mieux, ça nous influence positivement. Monsieur, vous aviez une question, mais je vous invite à venir nous la poser après coup parce qu'on est en train de nous amener vers la sortie. Alors, si vous voulez, on va être disponible pour répondre à toute question de toute manière. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de venir nous voir et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci les panélistes. Merci. Vous pouvez laisser les micros sur les chaises. Encore une fois, merci Jean-François, merci Valentine, Christophe virtuellement et merci Steven d'avoir animé la conversation. Comme qu'ils viennent de mentionner, il vous invite à continuer la conversation juste ici à l'extérieur dans les corridors ou une prise de photo aussi. Oui, j'aime ça. Écoute, pourquoi pas, on va faire tout ça en même temps. Alors, on va prendre une toute petite pause de quelques minutes. On va tout de suite enchaîner après avec une présentation de notre secteur d'excellence pour les territoires intelligents et connectés. À tout de suite. Merci.